J'avais osé prendre quelques heures de répit ce dimanche 11 juillet, après une nouvelle semaine de dinguerie politique, sans penser qu'allait en surgir une énième et bien plus grosse encore, les Uber Leaks. Non mais j'ai à peine pu vous parler de l'arrivée à un tantinet problématique des fachos déguisés en macronistes à l'Assemblée nationale dans l'épisode précédent, je vous laisse une petite semaine et hop, un nouveau scandale d'État. Alors c'est pas possible, la cadence est bien trop élevée, on peut plus suivre. Ça doit être peut-être la méthode faite exprès pour qu'on décroche et qu'on se laisse comme ça porter vers la fin du monde, anesthésié par les coups qui pleuvent en continu, je vois pas autre chose. Mais je vous le dis, quoi qu'il se passe, je pars en vacances fin juillet. Je vous demande juste une chose, de rester en place 5 minutes parce que sinon je reviens en septembre, c'est Mad Max, je vais rien comprendre. Bon, on n'en est pas là, pas encore. Faisons pour l'instant un point sur le merdier de la semaine. Pensez à parcourir la barre de lecture sur YouTube pour vous repérer dans les sujets. Nous sommes le 13 juillet 2022 et voici le Jamie Hebdo numéro 9. Demain, 14 juillet, devrait être à la fête comme chaque année. Mais en sera-t-il différent cette fois-ci ? Sans doute, vu l'état de l'ambiance politique de ce début de quinquennat et de législature, à peu près aussi attaqué par la corruption et les relents fachos que l'est de rouille la Tour Eiffel. Vous avez certainement dû voir passer cet article de Marianne, repris dans Le Monde entier, relatant que plusieurs rapports confidentiels viennent faire état de défauts de maintenance et de dégradation avancée de la célèbre tour. Mais tout comme du côté du gouvernement macroniste rongé par l'extrême droite au point de parler de plus en plus comme elle, la Tour Eiffel rongée, elle, par la rouille, ne devrait pas nous inquiéter plus que ça. Tout est sous contrôle, rassure la société qui l'exploite, circuler, y a rien à voir, ordonne la Macronie. Dans les deux cas, une même stratégie. Un bon coup de peinture pour rafraîchir la façade devrait faire l'affaire. Mais pour combien de temps avant que tout ne s'écroule sous le poids du temps et de l'histoire qui avance inexorablement ? Moi qui suis un homme de gauche, moi qui connais bien la gauche, moi qui connais beaucoup de gens qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon, eh bien je sais très bien que nous avons des idées différentes mais des valeurs communes. Elle semble très loin, la période de l'entre-deux tours de la présidentielle où la Macronie, ici par exemple Richard Ferrand, parlait de valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon et la gauche. Le camp macroniste parle aujourd'hui de plus en plus comme le RN, et ce dernier a double pouvoir du premier pour se normaliser. C'est une réalité désormais plus que palpable. Un spectacle pyrotechnique qui se joue au quotidien sous nos yeux et qui nous éblouit comme jamais depuis l'arrivée de 89 lepénistes à l'Assemblée fin juin. Attention au retour de flamme. Il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Je pense que l'extrême gauche va transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Nous ne sommes pas là pour transformer l'Assemblée nationale en Assemblée générale des Verts, en squat, en ZAD. Il y avait une ZAD, vous jouez les filles là, tout à l'heure dans l'Assemblée. L'Assemblée nationale, c'est pas un lieu comme les autres. C'est ni une ZAD, ni un campus. Au-delà des éléments de langage du RN repris par la majorité présidentielle jusqu'à la première ministre, pour tacler les opposants de gauche, le gouvernement s'illustre donc clairement dans son choix de se tourner exclusivement vers la droite et l'extrême droite pour gouverner. Vomissant à longueur d'antenne sur la gauche, unis dans la NUPS, de concert avec le RN qui, lui, ne subit quasi aucune critique, ni des élus macronistes, ni du gouvernement, ni de leur passe-plat dans les médias. Et ça se voit gros comme une maison jusqu'au perchoir de l'Assemblée où, hier même, la présidente macroniste Yael Braun-Pivet recadrait avec mépris la députée NUPS Danielle Simonet, mais pas Marine Le Pen. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Ce manège un peu bancal qui dure depuis un moment commence à trouver son rythme, tant les deux camps, LREM et RN, sont interdépendants. L'un pour rester au pouvoir, l'autre pour exister et espérer y accéder un jour. Et tout ce beau monde se rencontre et s'agglomère à vitesse grand V, regardez plutôt. C'est un temps, pas si éloigné, où quand je siégeais sur ces bancs, c'était une honte d'être applaudi par le Front National. Je le constate. Je ne le fais que le constater. À la différence de vous, Madame Le Pen, c'est que Judas restera dans l'histoire. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. Alors je le dis très clairement à M. Darmanin, s'il veut expulser les étrangers coupables de crimes et de délits
dans notre pays, c'est oui, 100 fois oui. On signera dès demain. On va même améliorer son texte, à mon avis, pour lui permettre d'être plus efficace. La force des images d'archives, ici entre 2017 et aujourd'hui. 5 années, et même bien moins en vérité, auront suffi pour que l'ovni politique Emmanuel Macron, ni de droite ni de gauche, se révèle ni de gauche, mais surtout à la droite de la droite. Cette disposition hautement démagogique du gouvernement qui vise à expulser vers leur pays d'origine des étrangers ayant commis des actes graves, lesquels, doit-on s'attendre à l'expulsion de Manuel Valls ou de Sibeth Ndiaye, se ferait, je cite Gérald Darmanin, quelle que soit la condition de présence sur le territoire national. Cette mesure qui plaît fort à Le Pen fera donc partie intégrante de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présentée à la rentrée. Le gouvernement se dit prêt à discuter avec tout le monde, même avec une partie de la gauche. Coucou les insoumis, je crois que vous n'êtes pas concernés, mais a d'ores et déjà donné le ton en se disant disposé à reprendre dans cette future loi un certain nombre de propositions de la loi anti-casseurs de Bruno Retailleau. Pour citer Gérald Darmanin lui-même qui ajoute juste derrière être inspiré pour, je cite encore, en matière d'immigration, à réfléchir aux conclusions de l'excellent rapport de François-Noël Buffet. Ces deux précités étant deux sénateurs LR. La gauche, qui pourtant a déjà proposé et s'est positionnée sur ces questions, appréciera la main tendue du gouvernement. En attendant, comme vous l'avez vu, il n'y a que Marine Le Pen qui applaudit, enthousiaste d'avance, comme elle le dit elle-même, de pouvoir signer la future loi de Darmanin de ses deux mains. Ah, et avant de passer à la suite, j'ai un bonus en or massif. Je ne sais pas trop où vous le mettre, du coup, hop, comme ça, sans transition, voici Caroline Cayeux, la nouvelle ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Ou plutôt la prochaine ex-ministre, si jamais il y a une justice dans ce pays. Alors, vous êtes visé, avec notamment Gérald Darmanin, pour vos déclarations sur le mariage pour tous et l'adoption ouverte aux couples de même sexe, que vous aviez qualifié de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature. Vous maintenez ces propos ? Alors, je ne pense pas avoir parlé de caprice. Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Et franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée. Caroline Cayeux est donc la nouvelle Nadine Morano. Après le célèbre « Je suis pas raciste, j'ai une amie plus noire qu'une arabe », voici « Je suis pas homophobe, j'ai un ami plus pédé qu'un grec ». On croit rêver, mais non, en fait, on est bien réveillé. On comprend mieux quand En Marche ait choisi de se rebaptiser Renaissance. C'est le pire du monde d'avant qui reprend vie grâce à Macron, de vrais morts-vivants qui avancent sans bruit, lentement, mais sûrement. Oui, j'y viens, je vais vous parler des Uberleaks, encore un peu de patience. Car cette semaine, j'avais pensé et même prévu de vous parler de la motion de censure de la NUPS, premier baptême de feu réussi de l'intergroupe des gauches unis à l'Assemblée nationale, et surtout du couac de 5 élus du groupe socialiste et apparentés qui ne l'ont pas voté. Ainsi que de la connivence des groupes entiers, des LR et du RN, qui valident donc ensemble la domination du gouvernement Macron-Borne. J'aurais pu aussi vous parler de l'énième prise de distance de la NUPS par Fabien Roussel, qui donnait une interview à Libé il y a 3 jours, où il tacle encore ses camarades de gauche avec une nette préférence pour Jean-Luc Mélenchon. Il semblerait que ce soit là sa stratégie pour, je cite, parler aux Français de la ruralité, où gagne l'extrême droite. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été du tout payant, sauf sur un point, Roussel est considéré comme un bon opposant par la Macronie. Bravo Fabien. Vous savez, les bons opposants, ceux qui parlent doucement, lentement, qui portent un costume cravate, qui ne font pas de vagues et qui, finalement, acceptent de ne pas trop s'opposer. Le Rassemblement national est bien la première force d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. La détresse sociale, économique et sécuritaire des Français impose des réponses urgentes. Cette détresse serait aggravée en cas de crise institutionnelle. En ne votant pas pour votre motion de censure, nous prenons, avec les députés du Rassemblement national, une décision responsable. Se dire premier opposant et ne pas s'opposer, fallait y penser. D'ailleurs, Marine Le Pen a brillé par son absence pendant le vote de la motion de censure. Courage, fuyons. Elle aurait pu être là et assumer son vote contre, mais non. De ne pas venir lui permet d'instaurer le doute sur sa véritable intention et ainsi de noyer la critique, de semer les électeurs et leur lecture de l'événement. C'est courant, c'est sale. Presque autant que l'entretien donné par Darmanin au Monde samedi, où il dit « Nous devons parler aux tripes des Français », souhaitant que les macronistes doivent, je cite, « corriger certains comportements en incarnant plus seulement le camp de la raison et de la technique ». Le camp de la raison, de la technique et donc bientôt des tripes.
comprendre de l'empathie, de l'amour. Si l'on en croit Olivier Véran qui disait sur LCI ce dimanche, je le cite, « Il faut être davantage plus percutant, plus punchy. Partez du principe qu'en politique on aime les gens, mais il faut être capable de leur montrer davantage. » LREM, la raison, la technique et l'amour. Ils ont donc tout chez Macron. Pourquoi alors s'embêter avec la démocratie, là, aller à débattre avec des partis, les autres partis politiques, quand on pourrait en avoir un unique qui coche toutes les cases? Ne riez pas trop vite, car c'était le sens de la tribune de Marlène Schiappa, Olivia Grégoire et Laurent Saint-Martin publiée dans le JDD du 8 juin 2019. Souvenez-vous, ils appelaient, je cite, « toutes les sensibilités à rejoindre LREM », osant même demander pour convaincre qui est prêt à faire passer son pays avant son parti. Car oui, si vous aimez la France, vous devez rejoindre LREM. Parce que, voyez-vous, la France, c'est Emmanuel Macron, sans alternative. Puisque Macron a raison, Macron maîtrise la technique, et surtout, Macron vous aime. J'aurais pu vous parler de tout ça, mais un nouveau scandale a éclaté ce dimanche. Et un gros. Tout aussi gros que les affaires précédentes. Benalla, McKinsey, Rothschild, Alstom, BlackRock, etc. La liste est interminable et Macron, indétrônable. Pourtant, les Uber Leaks sont un véritable tsunami qui, pour la première fois de la sorte, porte atteinte directement et frontalement à l'ex-ministre de l'économie, aujourd'hui président de la République française pour la seconde fois, Emmanuel Macron. C'est lui qui est au cœur de ce scandale à la portée internationale qui nous fait remonter à 2014 quand il était donc ministre sous François Hollande. Des documents internes à l'entreprise californienne Uber ont été transférés à la presse anglaise par Mark McGann, ancien lobbyiste chez Uber. Restez attentifs, je vais vous en reparler de lui et de ses liens étroits avec notre Manu national en fin de vidéo. Et promis, ça pique. Ces documents montrent comment, entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie français a œuvré en coulisses et en secret pour accompagner étroitement Uber dans sa volonté de déréguler le marché français. En gros, dans sa volonté de s'en foutre plein les poches sur le dos d'une population précaire et corvéable à merci, pour peu qu'on leur promettait la réussite. Sauf que le cadeau est empoisonné niveau droit du travail et protection sociale. En bref, c'est le retour au 19e siècle, mais avec des couleurs flashy, sauce Startup Nation. Le gouvernement de l'époque, Hollande, Cazeneuve, Vidalis ou même Valls, c'est pour dire, était totalement opposé à cette dérégulation. Pourtant, condition sine qua non, véritable écosystème naturel pour que des sociétés parasites comme Uber puissent vivre et croître. À Bercy, Macron a donc agi en secret contre son propre gouvernement et contre l'Assemblée nationale qui légiférait à contre-courant. Notamment avec la loi Thévenoud, appelée aussi loi Taxi, venant réguler l'offre VTC et qui plaçait alors Uber Pop dans l'illégalité dès octobre 2014. Quelques années plus tard, en 2017, sur France 2, Emmanuel Macron était pris à partie sur le sujet, et notamment à propos de la tenue d'un dîner mondain organisé en catimini par des lobbyistes du VTC à 2 pas de l'Élysée. On a fait une loi, on s'est battu pour avoir une loi, d'accord ? Qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe? Votre directeur de cabinet, monsieur. Attendez, pardon, là vous faites des accusations. Dernier point, on sort de sujet. Dans un article. C'est sorti dans un article, c'est terminé. C'est terminé. Non, attendez. Au mois de juillet, il y a eu un article, on voyait clairement votre directeur de cabinet, des députés, des sénateurs en train de manger avec un peu l'écosystème du VTC, les loueurs du véhicule, les vendeurs de pioches. Ils se battaient contre cette loi. Non, mais c'est terminé. Réponse d'Emmanuel Macron et on change de thématique. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. S'il vous plaît. Et la dernière. Quand on profère des accusations aussi graves que ce que vous dites, eh bien, on donne les noms, on donne la liste et on va devant le juge. On ne fait pas des choses. On fait pas des choses. Il y a la liste des gens et parlementaires autres. Emmanuel Macron, je n'ai jamais défendu les intérêts de l'un ou de l'autre. Et nous savons aujourd'hui qu'Emmanuel Macron mentait, non pas une, mais 2 fois. Premièrement, le coup du dîner secret est ultra luxueux avec, entre autres élus proches d'Emmanuel Macron, son directeur de cabinet. Dans l'extrait de 2017 que vous venez de voir, il dément et encourage son accusateur à aller devant le juge. Pourtant, dès novembre 2016, l'Obs relatait l'affaire. La scène avait même été filmée en caméra cachée par le représentant syndical des chauffeurs de VTC. Second mensonge. Je n'ai jamais défendu les intérêts de l'un ou de l'autre. Et c'est là le plus gros morceau, car les révélations de ce dimanche démontrent tout le contraire. Emmanuel Macron a été à Bercy plus qu'un soutien à Uber, ce qu'il n'a jamais caché, mais quasiment un partenaire infiltré. Il ira même jusqu'à suggérer à la société états-unienne de transmettre des amendements clés en main à des députés amis pour arranger la loi à leur avantage, à l'aider personnellement lors d'une perquisition, à faire annuler un arrêté préfectoral défavorable à Marseille, etc. Macron rencontrera le cofondateur d'Uber, Travis Kalanick, dès octobre 2014 à Bercy, puis échangera avec lui au rythme très soutenu d'1 fois par mois en moyenne. Travis Kalanick qui quittera le conseil d'administration d'Uber en 2017
après une série de scandales, de harcèlement et de conflits avec ses actionnaires. Des enquêtes avaient mis en évidence à l'époque des centaines d'infractions chez Uber à travers le monde, où il instaurait une culture d'entreprise sexiste et discriminatoire. Bref, un mec toxique, mais richissime. Sa fortune est estimée à 6,3 milliards de dollars. Et ouais, les affaires sont les affaires, et ce n'est pas Macron qui dira le contraire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en dit de ces Uber Leaks ? Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Ah oui, quand même, c'est un poil grossier en plus d'être arrogant, non ? Ce n'est quand même pas son genre. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ah si, bref, prenons le temps d'écouter quand même et de débunker la défense de l'accusé dans cette nouvelle affaire d'État. Et j'ai le sentiment qu'elle renferme pas mal de pépites. Mais je l'assume à fond, et en vous regardant. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi ? Je le referai demain et après-demain. Quiconque a écouté les principaux porte-parole macronistes ces derniers jours, H24 dans les médias, pourra se rendre compte que la stratégie de défense est la même dans tout le camp macroniste. Et qu'elle a été travaillée pour que tous, Emmanuel Macron compris, utilisent les mêmes éléments de langage. L'idée est donc ici d'imposer dans les esprits que c'est une non-affaire. D'abord en adoptant une posture, une forme, un ton désinvolte pour illustrer un détachement, une légèreté. Ensuite, en faisant focus sur un ou deux détails à tordre comme il le faut pour servir le storytelling initial. C'est-à-dire l'histoire à raconter aux journalistes en espérant qu'ils la reprendront telle quelle dans leur colonne, ce qui arrive souvent. Résultat, Emmanuel Macron parle ici d'emploi et uniquement d'emploi, occultant tout le reste des points gravissimes soulevés par l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, que sont les Uber Leaks, et qui le concernent personnellement. Mais parce que ils ont perdu la boussole. Quand on croit dans la justice sociale, dans l'égalité des chances, mais il faut se battre pour que les jeunes qui viennent de milieux difficiles aient des emplois. Ça n'a jamais été leur combat. Moi, ça a été le mien. Des jeunes qui peut-être votent pour eux aujourd'hui ont eu leur emploi grâce à ça. Si on ne se bat pas pour l'éducation, la formation, la création d'innovation et donc d'opportunités économiques, on continuera d'avoir le chômage qui est encore le nôtre et qui, même si on l'a baissé durant ces 5 années, est encore trop élevé. Qui est victime du chômage ? Les jeunes moins bien formés et les femmes et les hommes qui sont victimes aujourd'hui de discrimination. C'est ça la réalité. Ah là là, 45 secondes seulement et déjà un torrent d'approximations, de faits et de réalités tordues, voire de mensonges éhontés. Il qualifie les oppositions de gauche comme ayant perdu la boussole de la justice sociale et de l'égalité des chances. Alors que, nous le savons désormais, il a sciemment décousu le droit du travail et dérégulé le marché, ce qui a très précisément pour effet de faire exploser les inégalités sociales et de mettre sur les épaules des travailleurs le risque de l'entreprise. Car, autre mensonge, non, Uber n'emploie pas. Ce ne sont pas des emplois, mais de l'auto-entrepreneuriat forcé où les travailleurs sont pourtant exploités comme des salariés, mais sans les obligations patronales qui vont avec. C'est gagnant pour Uber, perdant pour les travailleurs. Pas de congés payés, pas de SMIC, pas de mutuelle, pas de médecine du travail, pas de droit au chômage, pas de reconnaissance d'accident ou de maladie professionnelle, ni de durée maximale de travail, de repos hebdomadaire ou quotidien réglementé. Et aucune liberté, rien. Mais pourtant, ils subissent bel et bien le rapport de subordination d'Uber et la soumission à l'algorithme de l'application qui peut les punir ou les faire disparaître du marché en un clic. Et en interne, c'est pas mieux. Souvenez-vous, en mai 2020, Uber se débarrassait de 14% de sa masse salariale en licenciant 3500 salariés dans l'administration, là des employés pour le coup, en 3 minutes, tous ensemble connectés à une visioconférence expéditive. 3 minutes, plus de job. Côté terrain, en France, c'est d'une hypocrisie crasse de la part d'Emmanuel Macron que de parler d'opportunités pour les jeunes de milieux difficiles alors qu'il s'agit d'un asservissement sans filet de protection sociale. Il n'a jamais rencontré ces jeunes, seulement les richissimes patrons des sociétés de VTC. Il tord la réalité en taclant la gauche, la NUPS, pour les faire passer pour des producteurs de chômage et de précarité, tout en affirmant que son camp avait fait baisser le chômage. Énième mensonge. Macron travestit là encore les chiffres et les faits en faisant une lecture de la situation des chômeurs au sens du BIT, ainsi qu'en retenant uniquement les données de la catégorie A chez Pôle emploi et en y facilitant les radiations. C'est fourbe et malhonnête. Et pour finir, dans le même temps, le premier mandat de Macron détient les records du nombre d'étudiants faisant la queue à l'aide alimentaire.
celui du nombre de SDF en France et de personnes survivant sous le seuil de pauvreté. Ils et elles sont désormais plus de 10 millions. La honte. J'ai toujours été hyper transparent, donc je ne vais pas faire votre travail. Et moi, très sincèrement, je suis très fier de ce que j'ai fait dans toute la durée. Et je continuerai de me battre. Mais après, moi, je me suis toujours battu, y compris contre eux. Pour que les gens respectent la loi. Pousse, il se serait battu pour qu'on respecte la loi. Et il dit ça quelques instants après avoir dit face aux journalistes devant lui, je suis hyper transparent, je vais pas vous faire votre travail. Mais alors que c'est justement des journalistes d'investigation qui viennent de prouver qu'ils n'étaient ni transparents ni honnêtes sur le sujet. C'est une comédie dramatique, c'est ça? Je me félicite de ce que j'ai fait. Il y avait un système qui était plutôt un système de rente. Quand j'ai été ministre, je me suis battu pour qu'on ouvre des cars, pour qu'on ait fait des entreprises françaises et étrangères. Parce que dans ces cas-là, il faut regarder toutes les entreprises, y compris françaises, qu'on a aidé à se développer. On a créé des milliers d'emplois. Des milliers. Ah, ce passage est particulièrement savoureux. Déjà, répéter en boucle être satisfait de soi-même ne va pas arranger sa réputation d'arrogant. Et affirmer aussi en boucle qu'ont été créés des milliers d'emplois n'en fera pas pour autant une réalité. La méthode Coué a ses limites. Et le pompon, c'est quand même le moment où il se félicite d'avoir créé des cars. Vous savez, les cars Macron, les bus Macron qui devaient être le transport du futur pour les pauvres, selon le président. Une flopée de compagnies privées, concurrentes déloyales des TER publics, avait vu le jour en cassant les prix. Aujourd'hui, beaucoup ont déposé le bilan et les dernières qu'il reste pratiquent des prix exorbitants, parfois plus chers que le train. Et le service, quand il y en a encore un, est catastrophique avec des accidents et des scandales voyageurs réguliers. Avec Uber, ce qui a été créé, ce sont des milliers de travailleurs faussement à leur compte, mais vraiment exploités, précarisés, mis en concurrence les uns avec les autres pour se battre pour des miettes. Ça a commencé avec le transport de personnes, puis les livraisons, et demain, pourquoi pas un travailleur lambda, auto-entrepreneur, qui trouverait des missions sur une appli. Aujourd'hui caissier chez Auchan, demain livreur de sushis, après-demain ouvrier dans un abattoir, et la semaine d'après, au chômage. Ah non, pas le droit. Non, ni aux vacances d'ailleurs. Mais c'est ça aussi la liberté. De créer des emplois sans entreprises et entrepreneurs, c'est très très difficile. Donc je continuerai à avoir des entreprises et des entrepreneurs pour les convaincre d'investir dans le pays, et je ferai tout ce que je peux pour continuer d'ouvrir les secteurs où on bloque l'activité pour continuer de créer des emplois. Parce que chaque jeune qui a pu avoir des opportunités de job grâce à ça, je m'en félicite. Ah oui, vous allez tout avaler, il n'y a pas de raison que je sois le seul dans cette galère. Alors, quoi de neuf dans cet extrait? Bon, pas grand-chose, il répète en boucle être satisfait et merveilleux, ça c'est fait. Si, il y a le moment là où il dit qu'il va ouvrir les secteurs où l'on bloque l'activité. À tous les coups, il va reprendre mon idée, ma boutade là, sur l'appli avec multi-job pour caissier le matin, boucher l'après-midi, livreur le soir. J'en prends les paris. Je suis fier de ce que j'ai fait, du combat que j'ai mené, mais il faut le regarder jusqu'au bout ce combat. J'ai fait venir des entreprises, j'ai aidé des entrepreneurs français, j'ai surtout aidé des jeunes à qui on n'offrait pas d'emploi, qui venaient de quartiers difficiles, qui n'avaient pas d'opportunité de job, à en trouver pour la première fois de leur vie. Et pour des milliers d'entre eux. Voilà, en fait, on n'avait rien compris. Macron est un génie, un nouvel Einstein, le prochain Gandhi. L'humilité en plus, ce qui le rend attachant et sympathique. Pour finir, revenons à Mark McGann. Vous vous souvenez, c'est le lanceur d'alerte ex-lobbyiste chez Uber dont je vous parlais un peu plus tôt et qui est à l'origine de ces Uber Files. Lundi, dans une interview au Guardian, il expliquait avoir aidé personnellement Emmanuel Macron, ministre, alors futur candidat à la présidentielle, à collecter des fonds pour son parti. Pour l'heure, Macron n'a pas réagi à cela. Coup de bol, l'info est sortie quelques heures après qu'il ait croisé des journalistes hier en Isère. Sans doute va-t-il faire profil bas quelques jours ou en sélectionner des pas regardants, comme par le passé, pour communiquer à son aise. Car les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Et les lois et l'éthique, si peu pour Emmanuel Macron. Alors au fond, qu'est-ce que révèle, en plus des faits mentionnés plus haut, toute cette affaire? Je veux dire politiquement, presque philosophiquement. Les réactions face aux Uberleaks permettent au camp macroniste et à Macron lui-même d'afficher au grand jour leurs pensées, pas complexes du tout. Une pensée politique quasi inexistante qui gravite autour du business placé au centre de leur vision du monde. Ils ne cèdent pas à la finance, ils s'y asservissent volontairement. C'est Bercy qui prime sur le reste et c'est en ça que l'on peut affirmer que le macronisme est de droite. Le côté Startup Nation en plus, c'est des couleurs flashy, du marketing et des applis connectés qui nous font passer la pilule du retour au 19e siècle, emballée dans un paquet cadeau d'écrans tactiles publicitaires clignotants. Uber, mais aussi McDo ou Ikea, ne sont pas créateurs d'emplois, mais en détruisent d'abord pour en créer ensuite moins et des plus corvéables, plus précaires. La fameuse flexibilité. Ici, la particularité d'Uber, c'est de nier son rapport de subordination avec les travailleurs de sa plateforme.
C'est une société voyou qui n'hésite pas à jouer avec les mots comme avec la vie des gens et de corrompre les gouvernements pour arriver à ses fins. Mais les résistances et les succès existent en Europe face à ces requins du business. En Espagne, par exemple, la loi reconnaît les livreurs Uber Eats et Deliveroo comme étant des salariés depuis août 2021. Une première en Europe, alors que la Commission européenne songe à leur emboîter le pas pour reconnaître les livreurs et chauffeurs comme des salariés sur tout le continent. En France, ça patine, et on sait maintenant mieux pourquoi. Mais les lignes bougent un peu. Deliveroo a été condamné pour travail dissimulé 2 fois en première instance au prud'homme. Mais ça ne concerne que quelques cas, ceux des travailleurs qui s'engagent dans un combat au prud'homme. C'est du goutte à goutte. Au contraire de la Suisse, où, à Genève, Uber vient d'être obligé par le tribunal fédéral d'assurer entièrement son rôle d'employeur. Une décision historique et surtout valable de façon rétroactive, c'est-à-dire la société californienne est tenue de verser le salaire contractuel avec salaire minimum et cotisation sociale depuis 2019 jusqu'à maintenant à chaque personne ayant travaillé ou travaillant pour Uber en Suisse, et ce, dans tout le pays. Un drame pour l'économie helvétique? Eh bien non. Le chômage y est à peine supérieur à 2%. Mais la démocratie, bien qu'imparfaite, y a un tout autre sens qu'au pays du monarque arrogant. Et c'est tout pour moi pour ce 9e et avant-dernier épisode estival de Jamie Hebdo. Mercredi prochain, ce sera la dernière, avant de vous abandonner aux médias jusqu'à début septembre. Peut-être irai-je passer ma tête par-ci par-là sur ma propre chaîne YouTube, sans doute sur Twitter et Instagram pour prendre et donner quelques nouvelles. Mais en gros, je vais quand même bien décrocher pendant tout l'été. Mais avant ça, c'est à vous de jouer en attendant l'épisode 10 mercredi prochain. Likez, commentez et partagez cet épisode-ci partout autour de vous et allez visionner les épisodes précédents. Abonnez-vous à la chaîne du Média et surtout devenez sociaux sur lemediatv.fr/soutien. Le Média et toute sa formidable équipe ont besoin de vous plus que jamais. Quant à moi, je vous remercie du soutien et de la bienveillance dont vous me faites part depuis le début. Merci 1000 fois et à mercredi prochain.